suis très heureuse de recevoir nos deux invités, Alexis Troud, professeur à l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, chercheur à Stratpol. Bonjour Alexis Troud. Bonjour Clémence. Et merci beaucoup d'être avec nous. Pardonnez-nous pour ce retard que nous avons pris dès le départ, mais vous l'avez compris et vous pouvez le voir peut-être. Nous avons des configurations un peu atypiques aujourd'hui pour quelques jours, puisque nous avons déménagé de nos locaux. Nous aurons de nouveaux locaux tout beaux, tout neufs, mais ils ne sont pas encore disponibles. Donc voilà, petit problème technique au démarrage. Bonjour à vous, Modeste Schwartz. Bonjour. Alors, merci encore d'être avec nous, collaborateur au Vyshegrád Post, auteur du Magicien de Davos et encore Covid aux éditions Culture et Racines. Avant de vous donner la parole, je vous le promettais, chers auditeurs, depuis le début, un peu plus d'extraits sur cet échange musclé qui s'est déroulé vendredi dernier à Washington, évidemment autour du bureau ovale de Donald Trump. Je vous propose d'écouter d'abord Volodymyr Zelensky qui parle de Vladimir Poutine. Je pense qu'il est très important de dire ces mots à Poutine dès le début et de lui dire que c'est un tueur et un terroriste. Mais j'espère qu'ensemble, on pourra l'arrêter. Il est très important aussi, vous savez, de sauver notre pays, nos valeurs, notre liberté, notre démocratie. Voilà, ça c'était les premiers mots, c'était dès le début de l'échange, donc on voit que pour une négociation c'est mal parti en traitant Vladimir Poutine, donc l'autre partie de tueur et de terroriste. Et puis plutôt à la fin de l'échange, on a pu entendre Volodymyr Zelensky et J.D. Vance s'échauffer. On regarde ça. J'ai signé avec lui, avec Macron, avec Merkel. Nous avons signé un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu. Tous m'ont dit que Poutine donc n'ira jamais contre ce cessez-le-feu. Nous avons signé avec lui un contrat de gaz. Mais après cela, il a rompu le cessez-le-feu. Il a tué notre peuple. Il n'a pas échangé les prisonniers. Nous avons signé l'échange des prisonniers, mais il ne l'a pas fait. Quel genre de diplomatie, de quel genre de diplomatie vous parlez? Que voulez-vous dire? Je parle d'un type de diplomatie qui va mettre fin à la destruction du pays. Oui, Président, avec tout le respect que je vous dois, je pense que c'est irrespectueux de votre part de venir dans le bureau ovale et d'essayer de plaider avec des problèmes de main-d'œuvre. En ce moment, vous avez des conscrits en première ligne parce que vous avez des problèmes de recrutement. Vous devriez remercier le président d'essayer de mettre fin à cette guerre. Avez-vous déjà été en Ukraine pour savoir de quel problème vous parlez? J'y suis venu une fois. J'ai effectivement regardé et vu les histoires. Et je sais ce qui se passe. Que vous amenez des gens, vous les amenez dans une tournée de propagande. Monsieur le Président, n'êtes-vous pas d'accord que vous avez des problèmes pour amener des gens dans votre armée? Et pensez-vous qu'il soit respectueux de venir au bureau ovale des États-Unis d'Amérique et d'attaquer l'administration qui essaie de prévenir la destruction de votre pays? Voilà, on voit l'échange musclé, puis ensuite je vous propose de regarder cet échange entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump cette fois-ci. Pendant la guerre, tout le monde a des problèmes, même vous. Mais vous avez un bel océan et pour le moment, vous ne le ressentez pas. Vous le ressentirez à l'avenir. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Ne nous dites pas ce que nous allons ressentir. Nous essayons de résoudre un problème. Ne nous dites pas ce que nous allons ressentir. Je vous le dis parce que vous n'êtes pas en position de dicter cela. Vous n'êtes pas en position de dicter ce que nous allons ressentir. Nous allons nous sentir très bien. Vous allez être influencé. Nous allons nous sentir très bien et très fort. Vous allez ressentir l'influence. Vous n'êtes pas dans une très bonne position pour parler. Vous avez permis tout ce qui s'est passé depuis le début. Il se trouve qu'il a raison, J.D. Vance, à ce sujet. Depuis tout le début de la guerre, vous n'êtes pas dans une bonne position. Vous n'avez pas les cartes en ce moment avec nous. Vous commencez à avoir des cartes en ce moment. Vous manquez de respect au président. Vous jouez avec la vie de millions de personnes. Vous jouez avec la Troisième Guerre mondiale. Oui, avec la Troisième Guerre mondiale. Ce que vous faites est très irrespectueux envers ce pays. Voilà, on voit quand même que le ton monte. Donc pour revenir là-dessus, avant de parler encore des révolutions colorées, puisque tout est lié évidemment en Europe, d'abord une réaction là-dessus, Alexis Troud et Modeste Schwartz. Peut-être Alexis Troud pour commencer. Je vous remercie. Écoutez, alors ça a eu l'air de beaucoup choquer l'opinion européenne, mais c'est un mode, ce qu'on appelle ce rapport de force, c'est un mode tout à fait utilisé depuis 2 siècles, depuis le début du XIXe siècle. Il y a toujours, que ce soit le congrès de Vienne 1815, le congrès de Berlin 1878, la conférence d'ailleurs sur les Balkans 1913, il y a toujours eu, au départ d'une négociation,
un rapport de force. La différence, c'est que là, ça a été médiatisé à grande échelle. Oui. Bon, les historiens diront après pourquoi, pour quelles raisons, mais en tout cas, pour le moment, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y a toujours eu ce rapport de force. Chacun avance ses pions, puis après. Mais ce qui m'étonne, moi, c'est que ce qui m'étonne, c'est l'étonnement justement des médias officiels et des grands médias européens parce que, à quel jeu ils jouent? On n'a même pas commencé les négociations, il n'y a pas eu un minimum de début de négociation que déjà, alors je ne vais pas reprendre, le travail de François Coq, mais que déjà il y a des grands titres qui ont été donnés sur, «Il faut poursuivre la guerre», «On va pas s'arrêter». Je voudrais rappeler aux auditeurs qu'historiquement, les négociations, par exemple, entre De Gaulle et le FLN ont duré plus de 4 ans. Hmm. Les négociations, bon, elles étaient secrètes au départ, mais bon, les négociations sur l'Irlande ont duré 40 ans et je voudrais terminer par le fait que ce sont les mêmes, alors je pense aux médias, mais aussi aux dirigeants européens, ce sont les mêmes qui poussent des cris d'orfraie sur, ces négociations qui commencent tout juste depuis une semaine, qui sont vraiment pour moi, la promesse d'un avenir meilleur quand même, parce que c'est bien quand même enfin de parler de paix. Et ce sont les mêmes qui, ont poussé, ont applaudi lorsque les accords sur l'Ukraine, les accords de Minsk de 2014 ont été déchirés par ce même camp, finalement, hein, par le camp libéral. Ce sont les mêmes aussi qui oublient de dire qu'il y a des accords qui ont été signés sur le Kosovo en 2013, qu'on appelle les accords de Bruxelles, qui n'ont jamais été appliqués et parce qu'il y a la politique outrancière d'un équivalent, d'un clone de Zelensky qui s'appelle Albin Kurti et qui est au Kosovo Hmm. et qui a été placé par les mêmes qui maintenant voudraient. Donc c'est toujours le deux poids, deux mesures. On a l'habitude. Mais les auditeurs du Tocsin doivent savoir que c'est vraiment, il faut surtout pas s'affoler, c'est, tout à fait normal, c'est un rapport de force, Oui. historique. Les auditeurs de Toxin, je ne crois pas qu'ils soient affolés par la couverture médiatique qui en est faite, Mmh. mais plutôt tentent d'analyser tous les tenants, les aboutissants et comment chaque camp, chaque pion tente de se placer aujourd'hui et de tirer Ouais, son ouais. épingle du jeu. C'est ce qu'on va Mmh. chercher d'analyser. Peut-être juste un point, justement, parce que vous l'avez dit, on a l'habitude de ce genre de négociation, mais la différence, c'est peut-être aussi qu'il y a eu cette médiatisation. Ça, c'est la méthode Trump aussi. D'ailleurs, il dit Mmh. ah bah, vous avez réussi un big show, vous avez offert un big Mmh. show aux Américains en parlant à Volodymyr Zelensky, puisque le ton monte. Et puis à la fin, alors est-ce qu'il a fait de manière calculée pour dire j'ai fait exprès de laisser dérouler tout cet échange pour que les gens voient vraiment ce qui se passe. Est-ce que vous pensez que c'était voulu justement de montrer aussi le fait que Volodymyr Zelensky, il le dit à un moment clairement, il dit nous ne voulons pas, il le dit au début, nous ne voulons pas cette paix, nous voulons continuer la guerre. Est-ce que c'est ça qu'il voulait montrer finalement? Est-ce que c'était l'objectif de Donald Trump à votre avis? Moi alors, peut-être que je me trompe, c'est encore là aussi, on est, dans les heures qui suivent, mais l'analyse nous montrera peut-être autre chose. Mais en tout cas, pour le moment, moi, j'ai l'impression, à mon avis, Donald Trump a toujours utilisé cette technique-là. C'est une technique pour lui, pour montrer que le camp d'en face a menti jusque-là, qui ne voulait pas la paix et qui ne veut pas la paix. Et donc, il a réussi à pousser au bout Ouais. Montrer ses Monsieur contradictions. Zelensky Mm. dans ses contradictions. Il l'a poussé vraiment dans ses retranchements. Ouais. Et donc, pour le moment, il était prêt, président Trump, à ce qu'il n'y ait pas d'accord pour le moment. Je répète parce qu'il sait très bien que c'est quelque chose de très long et on va revenir d'ailleurs ce matin, monsieur Zelensky l'a dit, il est revenu sur cette réunion-là et il est prêt à renégocier. Donc vous voyez, ça va durer des semaines, voire des mois, mais moi je Ouais. pense qu'on aboutira à un accord au bout de quelques D'accord. mois. On va évidemment continuer d'en parler. Modeste Schwartz, pour revenir d'abord sur cet échange musclé, le fait aussi que c'était médiatisé, les réactions évidemment autour de ça, comment vous l'analysez? Oui, il y a beaucoup de controverses autour de la question de savoir, alors est-ce que c'est Trump qui voulait organiser ce show, finalement Zelensky, ou est-ce que c'est Zelensky qui, donc paraît-il, à qui on aurait conseillé depuis Washington de ne pas venir, et puis ce serait Macron qui l'aurait convaincu, enfin pardon, il serait passé par Macron pour convaincre les Américains de quand même l'inviter. Bon, on se perd là, je pense, dans des détails, Joncture, un oui. foisonnement de. Mm. Bon, je crois que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Alexis Troud l'a dit, il y a quand même une différence, je trouve qu'il a eu un peu tendance à la minimiser, une différence entre ces grandes conférences de paix du 19e siècle et ce à quoi on assiste en ce moment, bah, c'est qu'entre-temps, les masses sont entrées sur la scène de l'histoire. C'est que Donald Trump, comme
Volodymyr Zelensky, selon des modalités fort différentes, parce que les pays sont très différents, mais sont des leaders démocratiques. Hein. Les gens ont voté pour eux. Même assez massivement. Hein. Alors, est-ce qu'il le ferait encore, notamment en Ukraine aujourd'hui? Oui, parce C'est que une là, il est autre plus question, leader mais démocratique, Volodymyr Zelensky, hein, il est hors mandat. oui, oui, mais d'accord, mais en 2019, j'étais en Ukraine au moment des élections, ça a effectivement été un tsunami. Donc, est-ce qu'il est encore légitime démocratiquement maintenant? C'est une autre question, mais à un moment, il l'a été. Oui. Bon, donc, et disons qu'en général, on est dans ce paradigme qui est nouveau, hein, au 19e siècle, ce n'était pas le cas, de l'entrée des masses sur la scène de l'histoire et de la politique démocratique. Et ça implique qu'il y a ça rajoute une couche, si vous voulez. C'est-à-dire au congrès de Vienne, à la conférence de Berlin, les négociateurs étaient en quelque sorte en prise directe avec les enjeux, je dirais, concrets, réels, des divers États participant au bras de fer. Ici, vous ajoutez la couche du récit. Hein, la couche narrative. Oui. Donc chacun, et on le voyait bien, chacun avait son récit à mettre en avant. Côté Zelensky, c'était, vous voyez, Trump est soit la dupe de Poutine, soit peut-être même, sous-entendu, un agent, enfin, qui aurait une sorte de complicité entre Trump et Poutine. Du côté de Trump, c'est, vous voyez, ces gens sont des fous, hein, c'est ce discours qu'on entend dans les milieux illibéraux en général en ce moment. Donc, vous voyez, ces gens sont des fous, ils veulent nous conduire à la guerre thermonucléaire, ils ont déjà détruit l'Ukraine, maintenant ils vont détruire l'Europe, etc., etc., etc. Bon, tout ce que moi je considère comme des enfantillages, hein, j'ai jamais cru à la possibilité de ce genre. Quand j'entends escalade, déjà je ris. Ça m'amuse. Vous savez, les armées, au moment où on parle, les armées allemande et britannique, donc on parle de deux pays, surtout la Grande-Bretagne, qui ont quand même été assez en pointe du bellicisme rhétorique au cours des 3 dernières années, on est d'accord là-dessus. Oui, oui, oui. Bon, ces deux armées sont plus petites qu'il y a 3 ans, sont plus petites qu'au moment du déclenchement de l'opération militaire spéciale russe en Ukraine. Donc c'est vous dire à quel point on se prépare à la guerre mondiale. Oui. Hein. Bon, de toute façon, on a quand même vu aussi, d'ailleurs ça a été rappelé par François Koch, que l'OTAN a un peu sifflé la fin de la partie, que tout le monde s'est rangé, enfin les Européens je parle, hein, derrière l'OTAN pour proposer une trêve partielle, une coalition des bonnes volontés. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est toujours en opposition maintenant avec Donald Trump. Voilà, on cherche à avoir, comme vous l'avez dit, une forme de nouvelle force, force libre, les coalitions de bonne volonté contre les États-Unis. Et ça, c'est quand même une nouveauté aussi, Modeste Schwartz. Oui, mais là encore, je dirais qu'on est dans la strate du récit, c'est-à-dire où on Ah fait oui, mais semblant c'est de croire important à le la récit, géopolitique. bien sûr. Oui, mais d'accord, mais c'est pas la réalité. Oui, bien C'est-à-dire sûr. que, Ouais. si vous voulez, à mon avis, s'il n'y avait pas cette strate du récit, Zelensky aurait pu signer aussi sec, parce que contrairement à ce qu'on entend dire, je pense que les conditions que lui propose Trump ne sont pas du tout défavorables. Alors il y a un gros paquet évidemment entre guillemets de compensation par des concessions minières. Ouais. Oui, d'accord, mais il propose quand même à l'Ukraine 50% des bénéfices. Mm. Quand on connaît un peu le monde des industries extractives, etc., de ce qui a pu se pratiquer en Afrique, dans certaines parties du monde, bah c'est pas mal en fait, 50%. Et pour un pays qui va avoir des besoins de reconstruction assez énormes, bah cet argent serait le bienvenu. Et puis, et là, il faut à tout honneur, à tout seigneur, tout honneur, il faut rendre à Philippe Fabry ce qui était Philippe Fabry. Il a été un des seuls à le faire remarquer dans la YouTubosphère francophone ces derniers temps. En réalité, cet accord économique, on dit que c'est le volet économique, hein, les concessions accordées aux Américains. Mais tous les gens qui comprennent un peu le jeu réel entre la Russie et les États-Unis comprennent bien que ça vaut beaucoup plus en fait qu'une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, qu'à partir du moment où il y aurait des intérêts américains dans ces régions, on peut absolument exclure la possibilité que l'armée russe n'ose jamais envoyer la moindre grenade dans cette direction. Oui. Et ça, Zelensky, il n'est pas idiot, il le sait aussi. Donc s'il n'y avait pas cette strate du récit, hein, s'il ne fallait pas convaincre des foules pas très informées de certaines vérités prétendues, bon, bah, à mon avis, Zelensky, il y serait allé, ça aurait duré un quart d'heure. Hein, il signe, on déjeune, il repart. Bon. Mais il y a ce problème de la mise en scène et évidemment pour lui personnellement le problème du retour à Kiev. C'est-à-dire s'il revient à Kiev sans avoir obtenu des conditions, et là en fait c'est la dimension symbolique qui compte. C'est-à-dire encore une fois, du point de vue de la sécurité réelle de l'Ukraine, il aurait pu signer et il le sait très bien. Oui,
Mais ce qu'il devait obtenir pour son opinion, en fait, ce sont des humiliations à l'encontre de Poutine. Et ça, il ne D'accord. l'a pas obtenu. Et ça, Bon, il est bien compréhensible que Trump n'ait pas voulu le lui accorder, bien puisque sûr. Trump, il veut négocier avec Poutine, donc le négocier en commençant par l'humilier, tout en imposant des conditions qui en réalité sont assez défavorables à la Russie. C'est vrai que c'est pas facile. Oui. Donc Zelensky voulait humilier Donald Trump et son équipe. Vous considérez qu'il n'a pas réussi pour le coup? Non, lui, ce qu'il voulait, c'est une humiliation de Poutine. Ah, de Poutine, oui. Voilà. Parce que il doit probablement considérer, je pense, moi je crois qu'il est encore malgré tout rationnel, contrairement à tout ce qu'on raconte, et il doit considérer que pour conserver le minimum de popularité en Ukraine qui pourrait lui permettre sa survie politique Oui. et plus si affinité, si vous voyez ce que je veux dire, Mmh. il a besoin de telles victoires symboliques. D'accord. Vous voyez. Oui, et ça, c'est vrai que Donald Trump n'a pas voulu lui concéder plusieurs fois. Il a dit: «Écoutez, Vladimir Poutine, vous pouvez le comprendre, il a été harcelé, on a fait une fausse, polémique autour de lui, donc c'est l'affaire, Oui, oui, Biden ne venait pas du tout Hunter Biden ne venait pas du tout de lui», et cetera, et cetera. Il redonne oui, le parce que contexte, oui. Oui, parce que paradoxalement, en fait, la situation, la structure du dialogue Trump-Poutine est la même que la structure du dialogue Trump-Zelensky. C'est-à-dire que dans les deux cas, en réalité, les conditions concrètes, objectives, sont léonines et sont totalement défavorables à Moscou. Il faut soigner le symbolique. Voyez, Mmh. c'est-à-dire que Poutine, qui, bon, bah, à un moment ou à un autre, à mon avis, va signer pour la présence de ce qui concrètement sont des soldats de l'OTAN. Hein, je veux dire, c'est soldats français et britanniques. Bah oui, mais c'est des pays de l'OTAN. Donc il a passé 3 ans à expliquer que tout ça, c'était pour empêcher l'OTAN d'être sur la frontière russe parce que c'est trop dangereux pour la Russie, ce qui est une absurdité. L'OTAN était déjà dans les pays baltes. Donc ce discours n'a servi qu'à couvrir la grosse gaffe russe de février 2022. Bon, parce qu'ils ont raté le coup, c'était censé durer 2 semaines, c'était censé être un coup façon Géorgie 2008, ça n'a pas marché, et depuis, ils vous racontent toutes ces histoires sur leur grande priorité stratégique, le nouvel ordre international, multilatéral, etc. Bon, ce sont des blagues. Et ça, les acteurs sérieux le savent très bien. Tout ça, on se meut dans le symbolique. Hein. Mais justement, dans le symbolique, après avoir passé 3 ans à expliquer que tout ça, c'est pour que l'Ukraine ne rejoigne pas l'OTAN, à un moment, il va devoir signer un accord en vertu duquel, avec l'accord de Moscou, il y aura des soldats de l'OTAN sur le territoire ukrainien. Non pas de facto comme aujourd'hui, mais de jure et avec l'accord de Moscou. Oui, Donc, c'est assez difficile à avaler, hein, parce que lui, il doit vendre ça, en revanche, à l'opinion publique russe. oui, pour Vladimir Poutine. Est-ce que vous êtes d'accord, Alexis Troud, sur le fait que finalement, contrairement à ce qu'on entend, Vladimir Poutine serait plutôt le perdant, de cette, négociation? Ah non, moi je m'inscris en faux avec cette idée-là. Non, non. Il faut revenir en 2013, puisque la guerre a commencé il y a plus d'une dizaine d'années en Ukraine, avec, rappelez-vous, le meurtre pratiquement en direct de 30 Russes à l'opéra d'Odessa, qui ont été tués dans un acte abominable par des milices fascistes ukrainiennes. Et c'est ce qui a déclenché l'opération qu'on appelle déjà en Russie de sauvetage, hein, des Russes de la Novorossia, c'est-à-dire des Russes euh, qui sont sur des territoires qu'ils habitent depuis des siècles, hein, sur ce pourtour sud de l'Ukraine. Et donc, pour Poutine, c'était très important de pouvoir sauver de ces actes de barbarie ces populations russes qui habitent le sud de l'Ukraine. Oui. Rappelez-vous, Donc, excusez-moi, et mais donc là, de ce point de vue-là, il a déjà obtenu gain de cause puisque ces territoires, alors 20%, 25%, ça va être l'objet de marchandage, mais ces territoires vont être enlevés À l'Ukraine, à l'Ukraine et surtout vont être récupéré par la enlevés Russie, oui. à Mmh. toutes ces milices qui infestaient ces régions-là. Oui. oui, Quand on va sur place, on le voit, hein, il y a une différence énorme entre 2010, 2012, où ces milices faisaient la pluie et le beau temps, et aujourd'hui. Donc, pour Poutine, et c'est pas Poutine la question là, pour toute l'élite politique russe et pour une partie de l'élite intellectuelle russe, c'était très important de sauver.
Cette question-là en France est très compliquée parce que la Russie s'est faite. N'oublions pas que Kiev, c'est le cœur de la Russie historique Hmm. c'est là où la Russie est née. Que contrairement à nous, les Russes ont eu plusieurs capitales qui ont toujours changé entre Kiev, Novgorod, ensuite Moscou, en passant par Saint-Pétersbourg. Leningrad. Hmm. Et donc, c'était très important à l'heure actuelle, dans un monde qui change très vite, de pouvoir au moins pérenniser les populations russes. Et ça, c'est ce qu'on a du mal à comprendre, nous, en Occident, c'est que pour l'opinion russe, quelle qu'elle soit, où qu'elle habite, je pense aux Russes du Kazakhstan, aux Russes eh bien, c'est très important de voir que quelqu'un, que ce soit Poutine ou un autre, eh bien, ait pu les défendre. Si c'était pas Poutine, mais ça, les dirigeants occidentaux le savent très bien, bon, mis à part Biden, mais depuis Obama, en passant par Trump ou un futur président américain, ils savent très bien que si c'est pas Poutine, c'était bien pire. Rappelez-vous, c'était un Zyuganov ou un Zhirinovsky qui serait allé beaucoup plus loin. Ouais. N'oublions pas que que Poutine a été mis en place par l'Occident, hein, autour des années 2000. Et donc, on sait très bien qu'on sait avec qui on peut négocier. Alors que si c'était pas Poutine, Oui. si on n'avait pas la main, eh bien, ça aurait été bien pire. Alors, Donc là, vraiment, c'est ça qui est important actuellement à comprendre, hein. ouais. Alors, continuons justement sur cette idée, en tout cas pour les Russes, vous l'avez dit, de pérenniser une ère, on peut appeler ça un tampon aussi géographique, et puis une Ouais. population russe. Et justement, si on ouvre un peu le champ et qu'on va voir le reste de cette carte, eh bien, il Mmh, y a ce qui se passe en ce moment en Roumanie, il y a ce qui se passe en Serbie, et mmh, évidemment, il y a des enjeux qui rejoignent ceux qui se jouent aux portes de la Russie. Alors, je vous propose d'abord, avant de les commenter, de voir les images des manifestations mmh, massives qui se sont tenues en soutien, je vous rappelle, au candidat à l'élection présidentielle qui était sorti premier au premier tour, Kalin Georgescu, qui est dit pro-russe. C'est très, très simplifié, mais vous voyez l'idée. Je propose de regarder donc ces images de soutien qui se sont déroulées ce week-end. Ah ouais, donc on n'a pas les images, mais on voit ici la distribution petits drapeaux. Et alors, on va regarder l'autre image. Je sais pas si c'est celle-ci. Ouais. On voit donc à chaque fois des foules énormes de manifestations qui ont lieu ici en Roumanie, là en Serbie. Voilà, ça c'est la Serbie. Oui. Alors, en Serbie, on va réexpliquer ce qui s'est passé, puis préciser aussi qu'il y a eu la condamnation également en République serbe de Bosnie de Milorad Dodik, le président de la Republika Srpska, donc la République serbe de Bosnie, qui a été condamné à 1 an de prison, à 6 ans d'inéligibilité pour n'avoir pas respecté la décision du représentant international chargé de superviser l'accord de paix en Bosnie. Donc voilà, ça peut être également un déclencheur de révolte populaire. Donc on voit bien ici des pays quand même toujours qui sont en confrontation entre cette ère, on va dire, russe et l'ère otanienne ou occidentale. mmh. Et on voit ici ce qui se joue dans les rues, dans tous les cas. Alexis Droud, pour commencer, Alexis Droud, pardon, Mmh. comment vous interprétez ce qui se Ah joue ben, on voit et très le bien que les lien avec ce Balkans, qui se passe, pardon. hein. Je vous en prie, Oui, allez-y. oui, les Balkans sont, comme vous le dites très bien, hein, sur une ligne de fracture vraiment entre sphère occidentale et sphère eurasiatique. Mm. Pour moi, c'est pas une sphère asiatique. Quand on va à Belgrade ou au Monténégro ou en République Srpska, ce qu'il faut qu'on comprenne, nous, ici en France, c'est que c'est pas les Russes, c'est la Russie, la Chine, la Turquie, les Émirats, qui ont une géostratégie très, très forte, qui développent depuis plus de 20 ans. Et Donc les bon, bah, BRICS, oui. l'ambassadeur de France en 2017 qui me reçoit à Belgrade, qui me dit: «Mais vous savez, on a perdu 20 ans, il est temps qu'on revienne sur notre sphère qui était la plus proche, c'est-à-dire pour nous la France, des pays comme la Roumanie, la Serbie qui sont Mm. encore très francophiles, il faut revenir là». Alors, très rapidement, en fait, faut faire très attention parce que vous montriez les 2 photos. Or, il y a deux mouvements qui sont en train de se passer. Oui. En Roumanie, ce sont des gens qui manifestent au nom de la démocratie parce que, ils ont été spoliés à 2 reprises. En décembre dernier, ce candidat
qui était pour une sorte de sortie de l'Union européenne et pour la paix, tout simplement. Ces mouvements pour la paix, donc contre la poursuite de la guerre en Donc Ukraine, là, on ils sont parle très du forts en candidat Calin Roumanie, Georgescu, hein. ils sont très forts en Slovaquie, ils sont très forts dans plusieurs pays de Mmh, l'Est. mmh. C'est ça qu'il faut bien qu'on comprenne. Et donc, les gens sont sortis à la rue parce que ces élections ont été annulées par le Conseil constitutionnel roumain en décembre dernier, et parce que, surtout la semaine dernière, ce candidat a été arrêté et donc empêché de se présenter pour les élections qui vont être organisées Empêcher de sous l'égide de communiquer l'Union sur les européenne, réseaux encore une notamment, et fois, cetera. là, dans quelques mois. Oui. Donc, c'est un mouvement que je considère comme tout à fait légitime. À Belgrade, c'est un peu plus compliqué. On a beaucoup de mal à comprendre ce qui se passe. On est plusieurs à se poser la question, et parce que c'est à la fois un mouvement, contre la corruption, contre un pouvoir qui, il faut le dire, le pouvoir de Vučić est un pouvoir quand même, qui est sur la fin, qui est beaucoup trop, c'est une sorte de partitocrature. Mais en même temps, c'est un mouvement, alors l'Union européenne là est un peu dubitative, elle appuie pas tellement, contrairement à d'autres mouvements qu'il y avait à Belgrade, mais on voit cette fameuse main rouge, portée par les manifestants, et moi qui me fait peur parce que c'est la main rouge des révolutions, de couleur Oui. qu'on a vu en Géorgie à l'époque, qu'on a vu, en Ukraine au début en 2004, qu'on revoit à Belgrade. Donc derrière, c'est évident qu'il y a, Les heu ONG, des ONG Soros, comme New Endowment mmh, Democracy ou comme, d'accord. heu, voilà. Bon, mais c'est un mouvement qui est tout à fait légitime. Plus important plus important, c'est ce que vous disiez Clément, c'est ce qui se passe en Bosnie. Oui, La Bosnie-Herzégovine, depuis les accords de Dayton en 95, est un État bicéphale où 2 parties ont une entière autonomie. À part, l'armée et la monnaie, les 2 États, la Fédération croato-musulmane au sud et à l'ouest, la Republika Srpska au nord et à l'est, ont, les vrais, ont un véritable pouvoir régalien. oui, Or, le président élu de Republika Srpska, monsieur Milorad Dodik, s'est toujours opposé au haut représentant, parce qu'il faut savoir que, en Bosnie, il y a un haut représentant, une sorte de protecteur, nommé par oui, l'Union européenne, une sorte de Gauleiter finalement, et monsieur Schmidt. Et monsieur Dodik s'est toujours, opposé à monsieur Schmidt en disant que Schmidt n'a pas été élu, que monsieur Schmidt a été envoyé par Bruxelles et surtout qu'il n'est pas du tout soutenu par l'ONU, oui. puisque, l'ONU n'a pas du tout, accepté, parce qu'il y a un veto russe, la présence de Alors, ce haut représentant de l'Union oui. européenne. Alors, Alexis Trout, si vous le permettez, je vais quand même donner la parole à Modest Schwartz sur cette Mmh. analyse et justement sur cette carte étendue. Est-ce que vous voyez, Modest Schwartz, également une forme de continuation du conflit qui se joue entre la Russie et l'ère occidentale, si on peut l'appeler comme ça, euh, le bloc occidental, et qui se joue ici en Roumanie, qui se joue en Serbie, Non, ou pas qui du se joue tout. en République serbe de Bosnie? Alors allez-y, on vous écoute. Non, non, pas du tout. Absolument pas. Je pense, je comprends que, si vous voulez, dans les milieux journalistiques, qu'on ait tendance à présenter ça comme ça, parce que, si vous voulez, c'est sexy, ça permet, c'est encore l'histoire des récits, hein, c'est-à-dire ça permet Ouais. de raccrocher ces histoires qui concernent des pays que, bon, par exemple en France, bon, il y a beaucoup de gens qui savent pas exactement où c'est, ou si on leur demande quelle est la capitale, ou bon, voilà. Donc, alors, si on leur dit, oui, mais vous savez, en fait, c'est le roman, là, russo-occidental, ou alors, je sais pas, les BRICS, ces trucs. Bon, bah, c'est un chapitre de ce même roman que vous suivez en ayant mis vos jetons, hein, en Hmm. ayant des sympathies, soit par là, parce que vous êtes un peu droitard, tout ça. Alors, c'est ouais, plutôt Poutine, ou alors, ou plutôt pour les autres. Mais donc, voilà, il y a des personnages dans lesquels vous vous reconnaissez, hein. Et donc, bah, sachez que c'est un chapitre du même roman, donc lisez-le, ça devrait vous intéresser. Bon, Ouais. c'est pas vrai, hein. C'est-à-dire, Bon, par alors exemple, allez-y, dites-nous. Oui. présenter Calin Georgescu comme le candidat, alors, anti-européen, peut-être critique à l'égard de Bruxelles, des institutions Hmm. de l'Union européenne, mais par exemple, contrairement à une légende urbaine française, il n'a jamais dit que son élection entraînerait le Roxit immédiat et automatique, c'est pas vrai. Peut-être un référendum, sûrement un grand débat, que sais-je, mais ça n'est pas à proprement parler le candidat du Roxit. Le candidat pro-russe, bah, comme le disait Alexis Troud, le candidat pacifiste, on va dire, ou en faveur de la paix,
quoique à mon avis, il n'est pas bête non plus. Il sait très bien que les risques réels de voir la Roumanie, qui est un pays membre de l'OTAN, participer à un conflit chaud, ouvert, et ce de manière unilatérale avec la Russie sont nuls. Donc c'est plutôt une sorte de rhétorique électorale qu'il a chevauchée pendant la campagne des présidentielles de 2024, parce qu'il y a des gens en Roumanie aussi qui ont adhéré à ce récit. Mais de là à dire que Georgescu est pro-russe, à mon avis, il n'existe pas de politicien roumain pro-russe. Oui, oui, bien sûr. La Roumanie, depuis l'assassinat du couple Ceausescu, a tout misé géopolitiquement sur les États-Unis. C'est-à-dire que l'Union européenne, à la rigueur, c'est une sorte de d'à côté, comme ça. Bon. Et ils peuvent se le permettre, parce que contrairement à, par exemple, la Hongrie et la Slovaquie, ils ne constituent pas à 100% une colonie industrielle allemande. Alors, mais quelles sont les forces en présence si on n'a pas ici une tentative d'influence européenne sur ces élections et de l'autre côté, une tentative qu'on peut appeler de souveraineté tout simplement, d'indépendance du pays roumain représenté par Călin Georgescu. Quelles sont les forces pour vous en présence? Bah, Si on ne peut pas simplifier par ces narratifs. Je dirais que c'est un moment de renouvellement des élites. C'est-à-dire que vous avez de vieux partis. En Roumanie, ils étaient quand même assez largement symbolisés au moins depuis une demi-douzaine d'années, par la figure du président Klaus Iohannis, qui a dû maintenant partir. Hein. Il a démissionné, alors même qu'il lui restait, comment dire, je ne peux même pas dire 2 mois de mandat, parce que c'était plus son mandat. Son mandat avait expiré à la fin de l'année dernière. Donc il usurpait à la reprise des élections présidentielles prévues en mai. Il usurpait les locaux du palais de Cotroceni, si vous voulez. Mais même ça, il n'a pas pu. Il y a eu une pression du Parlement qui l'en a empêché. Il a finalement dû donner sa démission. Entre autres pour éviter d'être déchu, parce que le lendemain du jour où il a annoncé sa démission, on avait prévu un vote au Parlement pour sa suspension, qui, elle, aurait conduit au terme de la Constitution roumaine, à un référendum. Et ce référendum, évidemment, se serait transformé en un plébiscite en faveur de Călin Georgescu, ce que tout le monde voulait à tout prix éviter. Non, il faut avoir le courage de dire, je sais que ça reste extrêmement tabou. Georgescu a avant tout conquis sa large popularité. Il était déjà un peu connu avant, hein, c'était pas un inconnu, contrairement à ce qu'on entend aussi. Il a conquis sa large popularité au cours des 4 dernières années en Roumanie, grâce à son opposition précoce, courageuse et radicale au covidisme. Hein. La Roumanie est le pays le moins injecté de l'Union européenne. Les Roumains n'ont pas accepté, dans leur immense majorité, hein, ça va bien au-delà des non-injectés, des illibéraux, des eurosceptiques, etc. Ils n'ont pas accepté le récit covidiste. On leur a dit, vous savez, il y a une pandémie, etc. Ils ont regardé autour d'eux, non, il y a des gens qui ont le rhume, bon, voilà. Ils ne l'ont pas accepté. Donc, Călin Georgescu, ne serait-ce que parce que, alors il y a d'autres aspects hein, importants aussi, mais Călin Georgescu, c'est avant tout le candidat anti-Davos, hein, le candidat anti-Great Reset, et bien avant, longtemps avant, si vous voulez, d'être un candidat pro-russe ou même pro-paix ou ce que vous voulez. Et quand on lui pose la question s'agissant de géopolitique, sa première réponse, très claire, c'est toujours « nous devons tout miser 100% sur les États-Unis de Donald Trump ». Donc ces histoires de candidats pro-russes, il faut arrêter, à un moment, il faut arrêter. Quoi. Non mais on est tout à fait d'accord. Je ne faisais que citer la citation qu'on pouvait entendre dans les médias oui, traditionnels. C'est partout, oui. Mais non, c'est intéressant de voir que finalement vous ne voyez pas on va dire une forme de nouvelle guerre froide, bloc de l'Est, bloc de l'Ouest, mais finalement ici il y a encore un autre front entre guillemets, celui qui s'oppose à Davos et celui qui ne s'y oppose pas, quoi. C'est ça. Mais est-ce que finalement il n'y a pas un lien quand même entre guillemets un empire occidental covidiste attendez, ouais. donc oui, là votre question sous-entend que la Russie de Vladimir Poutine n'aurait pas été covidiste. Je sais pas, oui. Enfin, moi je sais. Moi je sais. Je peux vous renseigner là-dessus. Elle l'a été à 100%, au moins autant que la France d'Emmanuel Macron. C'est systématiquement caché par les milieux qu'on dit pro-russes. Oui, tout à fait. Non, mais il y a un vrai sujet puisqu'ils ont imposé la vaccination. Pour des milieux pro-Kremlin, qui sont des gens qui ont des liens avec le gouvernement russe. Mais c'est une occultation de la vérité.
D'accord. Mais c'est très intéressant et question à creuser finalement parce que, en gros, vous nous dites tout ce qu'on entend aujourd'hui, ce sont des narratifs. Il y a, éloignez-vous de cette histoire des deux blocs. Il y a finalement une autre guerre, peut-être plus sous-jacente qu'on ne voit pas et qu'on n'analyse pas. C'est celle-ci, c'est notamment celle-ci. Et plus horizontale, c'est-à-dire qui est beaucoup plus moléculaire, qui est beaucoup plus dans le tissu des diverses Ouais, sociétés, c'est ça. entre une conception oligarchique, technocratique, qui est d'ailleurs aussi assez bien représentée en Serbie par l'équipe Vučić, hein. Vučić, c'est quelqu'un qui a trahi le nationalisme serbe pour se rapprocher notamment de milieu Soros, entre autres via les réseaux LGBT de Serbie, Oui. qui était tout à fait disposé à saisir la main tendue des eurocrates. Et lui, je dirais qu'il ne demandait que ça. Alors il y a cette pomme de discorde du Kosovo qui fait qu'il a toujours c'est un peu la situation de Zelensky, hein. Lui, il ne demanderait qu'à signer, mais il sait bien que le jour où il signe, il retourne à Belgrade et là, la vie devient difficile. Vous voyez. Juste Modeste Schwartz pour conclure, parce qu'on arrive à la fin, et puis ce sera peut-être une conversation à continuer avec tous les deux si vous le souhaitez. Mais on le disait, donc sortons, enfin c'est ce que vous disiez, sortons de ce schéma donc de camp, on va dire, bloc de l'Est, bloc de l'Ouest, pour revenir un peu sur les vieilles images. Et vous dites finalement ici, les oppositions sont beaucoup plus moléculaires, c'est-à-dire que c'est moins visible, on n'a pas un camp à gauche, un camp à droite. C'est moins géographique, disons. Ouais, ça. Je pense que ça n'est vraiment plus géopolitique, en tout D'accord. cas. Bon, écoutez, c'est une analyse intéressante et elle mérite d'être originale, qu'on entend moins. Merci beaucoup, Modeste Schwartz, collaborateur au Visegrad Post, auteur de Le Magicien de Davos et Covid aux éditions Culture et Racines. Merci encore, Alexis Troud. Je rappelle que vous êtes Merci professeur à beaucoup. l'Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines et chercheur à Stratpol. Vous avez aimé cette émission, vous voulez que l'on continue d'exister et de creuser ces sujets. Sachez que nous n'avons ni subvention, ni milliardaires, ni oligarques derrière nous, que nous ne dépendons que de vous. Donc faites un don à toxin-media.fr, toxin-media.fr, et encore mieux, faites un don régulier pour que nous continuions d'exister. Merci.